Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, merci d'être là pour ce rendez-vous, ce deuxième rendez-vous déjà de Sport Planète, l'émission. Cette émission qui est consacrée sur Sport en France à un sport éco-responsable. On va vous parler de plein d'initiatives dans cette émission et je vais vous présenter tout de suite et sans plus attendre le sommaire. À l'honneur aujourd'hui, Surfrider, une association qui se bat pour la protection des océans. Yann Lémarie nous expliquera que la démarche s'attache aussi et depuis peu à garantir la qualité de l'eau. Dans notre Zoom Éco, on parlera du rendez-vous incontournable du tennis en France en mai. C'est Roland Garros, bien sûr, tournoi plus que jamais éco-responsable. Viviane Fraisse nous le dira, la fédération se bat toute l'année pour un sport plus vertueux. Elle a surfé les plus grosses vagues autour de la planète, elle a gagné les plus beaux titres mondiaux. Elle est notre invitée aujourd'hui, notre éco-aventurière, c'est Justine Dupont qui voyage au bout du monde mais qui s'engage aussi évidemment pour la planète. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être là pour ce deuxième numéro de Sport Planète, l'émission. Je ne fais pas d'interro pour savoir si vous avez vu la première émission, mais je suis sûre que vous avez regardé. Et on va bien sûr se régaler dans cette émission. On va commencer avec vous, Yann Lémarie, responsable du programme sport pour Surfrider Europe. Surfrider, c'est une ONG environnementale qui travaille sur la protection des océans et plus généralement sur la protection des milieux aquatiques. Et on va parler aussi, quand on parle de protection des océans, de qualité de l'eau. On va en parler ensemble. Alors un petit rappel pour débuter, vous avez peut-être ce souvenir qui date des Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec ces nageurs en eau libre lors de ces Jeux qui avaient été pris de nausée parce que eh bien, les égouts de la ville se déversaient dans la baie des compétitions, la baie de Guanabara, une zone qui n'avait pas été finalement dépolluée suffisamment avant les Jeux Olympiques. Alors forcément, c'est peut-être un exemple poussé à l'extrême, mais ça existe, une qualité de l'eau pas exceptionnelle, et notamment pour nos sportifs. Yann, rappelons-le, la mission de Surfrider, elle est intimement liée au monde du sport. Oui, bon, déjà merci de me recevoir et je vois que vous avez bien révisé vos notes, donc c'est totalement exact. Surfrider Europe et Surfrider de manière générale, puisque c'est un réseau international, c'est à la base un réseau qui a été fondé par des surfeurs, pour protéger leur espace de jeu. Donc voilà, c'était des gens qui allaient dans l'eau et qui tombaient malades ou qui trouvaient de plus en plus de déchets et qui se posaient des questions. Donc voilà, il y a la partie sport, elle fait partie de l'ADN vraiment de l'association. Aujourd'hui, moi j'aime bien le dire, une association c'est comme une personne. Elle a grandi, elle a évolué. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur les milieux aquatiques et les usagers de manière générale. Donc voilà, on n'est plus uniquement des surfeurs. Vous avez le meilleur exemple devant vous aujourd'hui. Je suis vraiment terrible au surf, mais on travaille aussi également avec des plongeurs, avec des nageurs, avec des longe-côtes, etc. Donc vraiment, on va essayer d'aller beaucoup plus loin et d'avoir vraiment le sport au cœur de nos valeurs et de nos actions. Avec une stratégie à 10 ans, justement, sur ce milieu du sport, pour avoir le temps de construire et mettre en place des choses ? Ouais, tout à fait. En fait, on avait une vision un peu long-termiste et c'est vraiment important parce que dans l'environnement, il faut vraiment essayer d'aller voir le plus loin possible, même si on est dans une situation d'urgence. C'est vraiment un travail il faut engager énormément d'acteurs, des personnes ou des structures qui sont déjà plus avancées que certaines, de savoir comment on utilise le meilleur, comment on reprend des initiatives qui vraiment fonctionnent, comment on les diffuse, etc. Donc voilà, nous on a mis en place une stratégie à 10 ans pour justement avoir le temps de faire les choses bien, mais aussi de prendre du recul aussi en termes scientifiques. C'est toujours important d'avoir des données sur le long terme pour pouvoir prendre après des décisions qui soient viables. Alors, stratégie à long terme, on voit à 10 ans, etc. Mais forcément, il y a du concret, il y a des projets, il y a des choses qu'on peut raconter, expliquer. Je voudrais qu'on dise un mot, notamment de ce que vous faites avec Échappée Bleue et un sportif qui s'appelle Paul Meillat. Décidément, on a parlé de lui dans la précédente émission. C'est véritablement un projet qui va au-delà de la protection des océans, mais qui a les océans au cœur quand même. Oui, tout à fait. Alors, si on a dit que le sport faisait partie de l'ADN vraiment de l'association, je pense que la partie éducation, c'est vraiment un moteur direct de Surfrider Europe depuis le début.
En fait, c'est tout simple. Si on parle à une personne de protéger l'environnement, de protéger l'océan, et que cette personne, elle n'a jamais eu la chance en fait d'aller sur le terrain, de voir l'océan ou de voir la mer, en vrai, c'est ultra complexe pour cette personne de s'imaginer et on va dire, de se projeter dans la protection de ce milieu. Donc nous, avec Paul, quand il est venu nous voir avec son idée de projet et avec le besoin d'être soutenu par Surfrider Europe pour avoir vraiment cette expertise environnementale, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est on lui a dit, bah, écoute, il faut travailler vraiment avec des publics ou avec des jeunes qui ont jamais eu la chance de voir ce milieu-là. Et quand tu leur parles de voile, pour eux, déjà, ils imaginent un bateau, mais ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Et quand on leur parle d'océan, c'est vraiment un concept qui est, on va dire, pas lunaire, mais qui semble très très loin d'eux finalement. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, le projet, il est né comme ça. Et du coup, Paul, ce qu'il a fait avec nos équipes, c'est on a amené des jeunes, voilà, on les a rencontrés dans leur lieu de vie. Et puis après, on les a fait naviguer sur des espaces, soit autour de Paris, à Bordeaux, c'est aussi le cas dans d'autres villes en France. Et après, jusqu'à une zone de navigation, pardon, au Havre. Dans la baie du Havre, donc avec des habitables, donc c'était super bien. Moi, c'était la première fois que je naviguais aussi, donc du coup, j'ai appris. Et donc avec une sensibilisation finalement par l'exemple, hein, on voit les images de Paul avec les enfants, on leur montre et on leur explique qu'un déchet qui va être jeté pas où il faut dans leur ville finira là, dans la mer, et que voilà, il faut qu'ils en prennent soin. Ouais, en fait, on prend souvent l'exemple de Paris, mais j'aime pas forcément cet exemple. Mais par exemple, à Paris, un déchet qui est vraiment... la plupart des déchets, 80% d'entre eux, ils proviennent de l'intérieur des terres. Donc c'est vraiment important de faire comprendre à des publics qui sont présents à l'intérieur des terres le cheminement d'un déchet d'un point A à un point B. Et pour le coup, les rivières, c'est vraiment le moteur numéro 1. Donc voilà, malheureusement, si on a un papier, un déchet, une bouteille, etc., qui partent de la Seine, le point final, ça va être au Havre. Et voilà, et on se retrouve avec... Donc voilà, le but, c'était vraiment de leur faire comprendre que les déchets qu'on retrouvait à Paris... Ils finissaient dans la mer, effectivement. Exactement. Justine est là, elle nous écoute, elle vous donnera quelques cours de surf s'il y a besoin, mais on verra ça après l'émission. On a parlé des nageurs en eau libre au tout début. Vous travaillez aussi maintenant sur des mesures de qualité de l'eau. Il n'y a pas seulement la protection et finalement enlever des déchets, ou en tout cas dépolluer la mer. On essaye de savoir aussi ce qu'il y a dedans. L'eau, c'est leur terrain de jeu. Alors comment vous faites? C'est quoi l'idée derrière pour bien connaître cette qualité de l'eau? En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a cette vision vraiment à long terme. Nous, on travaille quelque chose qui est un peu, on va dire, très administratif, mais c'est une directive européenne qui a été révisée en 2006 et la dernière fois. Donc, du coup, nous, on souhaiterait qu'elle soit révisée là, dans les années à venir, donc 2022-2023, parce que pour le moment, elle est très incomplète. Elle se focalise uniquement sur des paramètres bactériologiques. Donc de savoir s'il y a une certaine bactérie qui est présente dans l'eau et donc du coup est-ce que l'eau de baignade est propre et assez propre en fait pour accueillir du public, mais elle ne prend pas du tout en compte des nouveaux paramètres qui ont été découverts au fur et à mesure des années. Questions toxiques, questions chimiques, questions d'hydrocarbures ou questions d'antibiorésistance même désormais ou de microplastiques. Voilà, donc du coup, c'est vraiment, on essaye un peu d'avoir une vision très long terme. On se dit, il faut que ce qui s'est fait maintenant et ce qu'on décide maintenant, il faut que ça soit valable pour les 25 ou les 20-25 années à venir. C'est le projet Curl qui est mené avec l'Ifremer qui place des capteurs finalement tout simplement pour... Ouais, c'est ça. Alors moi j'aime bien dire qu'on n'y connaît rien en sport, même si c'est pas forcément vrai, mais on n'est pas des sportifs de haut niveau, on n'est pas des sportifs qui sont constamment dans le milieu. Donc c'est là où c'est intéressant en fait de travailler avec des personnes comme Justine ou avec vraiment des personnes qui passent quasiment des mois entiers en cumulé sur une année. C'est presque parfois 2 mois dans l'eau ou dans le milieu. Donc voilà, on va les équiper de capteurs qui vont capter la toxicité ou les produits chimiques qui sont dans le milieu, afin de voir en fait quelle est l'exposition de l'usager ou de la personne vis-à-vis de polluants qui ne sont pas visibles. Justine, ça vous est déjà arrivé de surfer dans des endroits horribles en termes de qualité de l'eau? Oui, et puis il n'y a pas besoin d'aller très très loin. En France, sur nos côtes, déjà, après des pluies, donc on a bien dit, l'eau ramène tous les déchets dans les rivières et les fleuves et tout ça finit dans l'océan.
Et on peut le voir sur les plages, dès qu'il y a des bonnes tempêtes, on peut voir sur les plages et dans l'eau. Et dans l'eau, effectivement. Et puis de plus en plus, pas forcément des gros, des petits bouts, et puis de plus en plus même carrément des molécules, même pas visibles. Ouais, des microplastiques, on en parle beaucoup, effectivement. Merci beaucoup Yann pour votre intervention. Vous restez bien sûr avec nous parce que vous allez participer à notre écolo quiz à la fin de cette émission, mais on va passer tout de suite au Zoom Éco. Et ce mois-ci, dans le Zoom Éco, on a choisi de s'intéresser aux grands événements, ceux qui attirent le monde entier, ceux sur lesquels les yeux sont rivés pendant un week-end, une quinzaine aussi, et ce sera le cas de Roland-Garros. Bonjour Viviane Fraisse, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable RSE de la Fédération française de tennis et donc des tournois que vous organisez, dont ces internationaux de France de Roland-Garros. Alors la Fédération française de tennis, Viviane, c'est une fédération qui est assez pionnière sur le sujet, éco-responsabilité, recyclage. Ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. En quelques mots, racontez-nous depuis quand ça dure et d'où vous êtes parti finalement. Alors, on a été un peu interpellés par une enquête d'un magazine environnemental en 2007 qui a indiqué, à notre plus grande surprise, que le tennis était un sport assez polluant. On ne s'y attendait pas, on pensait vraiment être devancé par beaucoup de sports. Et ce, notamment à cause de la balle qui est produite et mise sur les terrains en grand nombre et qui n'était pas recyclée. Ça a été un petit peu une sonnette d'alarme pour nous. On a ensuite signé du coup une charte environnementale avec l'ADEME, avec le ministère de l'Environnement. Et à partir de là, on a calculé notre empreinte carbone. Et on s'est attelé à le faire à la fois pour la vie de la fédération dans ces territoires. On est une fédération d'1 million de licenciés, voilà, une fédération française classique avec beaucoup de licenciés et de pratiquants, et aussi pour les grands événements qu'on organisait. Et l'ensemble, ça descend à l'ensemble de nos événements. Mais on a commencé aussi à s'atteler à Roland-Garros, parce qu'en tant que grand événement qui accueille beaucoup de spectateurs, qui a un rayonnement important, ça nous paraissait important de s'attaquer à Roland-Garros en premier. Roland-Garros qui est la vitrine, on y reviendra dans quelques instants, mais vous l'avez dit, la fédération travaille au quotidien avec ses clubs, et d'ailleurs on a rendu visite à l'un d'entre eux, des clubs qui sont pleinement impliqués dans cette démarche d'éco-responsabilité. C'est le cas du Tennis Club de Paris. Thomas Micot et Gustin Provost ont rendu visite à ce club, et vous allez le voir, eh bien, ça se passe tous les jours. Dans nos actions éco-responsables, on a du coup passé un partenariat avec une association qui s'appelle Landestini. Ce potager, il était totalement à l'abandon. La personne qui vient s'occuper du jardin tous les jeudis matins propose aux membres du TCP de venir participer. On a fait quelques petites animations avec les enfants. Là, la menthe, elle est magnifique. Elles sont magnifiquement bonnes et on a fait une animation avec les enfants lors d'un tournoi de tennis où ce sont eux, les enfants, qui préparaient le sirop de menthe. Il faut quand même savoir que le sirop de menthe, quand on le prépare naturellement, il est blanc, transparent, il n'est pas vert comme... Les membres adhèrent à cette association, partagent des valeurs. On souhaite accueillir les sportifs du monde entier à l'été 2024 et c'est pour ça que on a instauré auprès de nos membres une charte avec toute une série de démarches, que ce soit en termes d'optimisation de la dépense énergétique, de recyclage, de tri des déchets. On va essayer de développer au maximum le principe de zéro plastique, découpe, tout ça, on arrête ça. On fait faire des petits trophées en bois. En tant qu'association sportive, sur le plan éducatif, ça a un sens. C'est toujours la même chose, c'est la multiplication des petits gestes qui sont importants. Les petits gestes du quotidien qui sont importants, effectivement. On a vu dans ce sujet ce monsieur qui rapporte ces balles usagées. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Viviane, c'est un vrai sujet pour votre fédération. Et d'ailleurs, l'une des opérations qui est assez connue, c'est l'opération Balle jaune, qui existe depuis 2009, déjà avec une idée qui remonte à 2007, justement. En quoi elle consiste et quel est son impact final ? Alors, elle consiste à recycler les balles usagées qui sont déposées par les joueurs de tennis dans les clubs. On les collecte, on les regroupe, on essaye de les ramener vers un centre de broyage de la manière la plus
réductrice d'impact environnemental. Et donc les balles sont broyées, on en tire des granulats de caoutchouc, et avec ces granulats de caoutchouc, on fait des sols sportifs amortissants qui sont offerts à des instituts pour enfants en situation de handicap, des hôpitaux pour enfants. Tout dernièrement, on a fait un terrain dans une prison. Et donc c'est pour nous... c'était un déchet très important. Je vous parlais de l'enquête qui a été parue en 2007. C'est le premier déchet produit par notre sport auquel on s'est attelé. Et puis aujourd'hui, on pense à la boîte de balles, on pense au cordage. Voilà, on réfléchit à tout ça, mais c'est vrai que c'était massif. Il y a 14 millions de balles qui sont mises en jeu en France chaque année. C'est très important comme volume. Donc c'était important qu'on s'attache à ça, d'autant que c'était l'élément qui était ressorti de l'enquête qui nous qualifiait de sport assez polluant. C'était la raison principale. Voilà, en raison des balles, et on le voit, hein, on ne les jette plus, on les collecte, on les transforme partout, et puis on en fait des sols qui, j'imagine, sont un petit peu mous, hein, pour les terrains, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap. Vous le disiez, on a vu ces chiffres, 14 millions de balles collectées depuis 2009, 45 sols créés, et voilà, avec 50 000 balles broyées, on a 100 mètres carrés de sol réalisés, donc ça permet quand même de faire pas mal de choses et d'éviter des déchets jaunes fluo. Alors forcément, la démarche là, elle existe chaque année. On ramasse aussi les balles de Roland-Garros, j'imagine. Et en tout cas, ce tournoi de Roland-Garros, on le disait tout à l'heure, c'est une vraie vitrine. Ça permet de mettre en avant toutes ces choses du quotidien. Oui, tout à fait. Alors, les balles de Roland-Garros, heureusement, on ne les recycle pas tout de suite. Enfin, on les recycle justement, mais en les utilisant pour les centres d'entraînement. Ça n'est qu'en fin de vie de balle que ça part dans l'opération balle jaune. Oui, c'est... On connaît la durée de vie d'une balle, d'ailleurs ? C'est très, très aléatoire. Ça dépend vraiment du niveau de jeu, mais je crois qu'il en sort qu'une année de balle peut satisfaire un joueur qui joue peu. Donc oui, Roland-Garros, c'est évidemment la vitrine. On a une réalité, c'est qu'on a un gros impact environnemental et on a potentiellement un très important impact social positif avec un tournoi qui a un rayonnement international. Donc on travaille pas mal avec les autres organisateurs de grands événements justement pour dans un premier temps bien mesurer notre impact et puis surtout entamer des mesures de réduction. Et donc on a des actions phares à Roland-Garros. On s'est engagé vraiment en 2012 sur le tournoi. On s'est lancé dans la certification événement responsable ISO 20121. On a signé des chartes d'engagement avec des objectifs chiffrés pour pas juste rester sur des engagements qui seraient un petit peu conceptuels. Et du coup, on agit sur pas mal de piliers, sur une alimentation plus durable, parce qu'on sait l'impact alimentaire, même s'il est moindre dans un grand événement, mais on a peut-être cette valeur modèle que peut être un tournoi, que peuvent être les joueurs. Et donc, on s'attelle à offrir une alimentation la plus durable. On travaille sur l'énergie. Comment peut-on avoir un stade qui fournisse de l'énergie d'origine renouvelable. On travaille sur les déchets, la réduction. On est très concerné par la loi AGEC, la dernière loi pour réduire nos emballages, remplacer tous ces emballages plastiques. Gros travail sur l'eau aussi. Gros travail sur l'eau aussi en respect de la loi AGEC, qui nous fait beaucoup de bien, qui nous permet aussi d'entraîner nos prestataires, de collaborer avec nos partenaires pour trouver des mesures. Et puis évidemment, parce que c'est l'impact majeur, c'est la mobilité qui est la plus importante pour nous. Et donc on travaille à inciter à la mobilité la plus durable possible. Alors quand on parle de mobilité durable dans un tournoi parisien, ça veut dire qu'on favorise le métro, le vélo aussi. Oui. On sent que ça prend un petit peu d'ampleur. Est-ce que alors il y a un garage à vélo, un parking à vélo? Oui, un parking à vélo, oui. Pour que chacun puisse garer son vélo et le retrouve à la fin surtout. Oui, mais est-ce qu'on envisage d'autres choses? Toutes les voitures qui transportent les joueurs, par exemple, sont des voitures... Oui, alors on a un objectif d'une flotte 100% électrique l'année prochaine. Mais oui, c'est un enjeu important. Il y a beaucoup de navettes. On effectivement incité les spectateurs. Alors, il y a toute une partie de notre impact lié au transport qu'on ne maîtrise pas trop. C'est tous les trajets vers Paris pour les spectateurs, pour les joueurs, pour qu'ils viennent à Roland-Garros. Et là, ceux-là, on les maîtrise moins. Mais on travaille à réduire cet impact qui est quand même à
plus de 90% liés au transport. Et sur ces questions d'écologie, vous avez de formidables ambassadeurs que sont les sportifs de haut niveau. Vous les faites participer. Ils participent avec vous pour faire un peu de promotion. C'est le cas de Novak Djokovic, par exemple. Regardez. Yes, it feels great to be back, especially after memories that I've relived last year on the Philippines. Oh, sorry, sir. The bottle in the yellow bin. Thank you. Sorry. Voilà, il n'est pas le seul, Novak Djokovic. On avait Stéphane Houdet aussi qui s'engageait, pas mal de joueurs. Ça, c'est plutôt chouette aussi d'avoir ce genre de moteurs et de gens qui font cette promotion. Je voudrais qu'on termine sur les nouveautés de cette année avec la fresque écologique du tennis. Dites-nous en quoi ça va consister. Alors en fait, on croit beaucoup à la sensibilisation. On pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Et on a créé un jeu qui est un petit peu le petit frère de la fresque du climat. Mais appliqué au jeu du tennis. Donc on sensibilise notre écosystème à l'enjeu environnemental via le jeu du tennis. Donc de quoi a-t-on besoin pour jouer au tennis? D'une balle, d'une raquette, d'un terrain, de manger, de boire? Quel est l'impact que ça peut avoir et quelles sont les solutions pour diminuer cet impact? Donc c'est un jeu de sensibilisation. On l'a testé dans des clubs, on l'a testé au Rolex Paris Masters auprès de ramasseurs de balles. Enfin, on voit beaucoup d'échos positifs. Et là, il y aura carrément un stand qui proposera aux spectateurs de faire le jeu. De participer, des spectateurs qui seront très engagés cette année avec notamment un don en caisse. Quand il y aura des achats, il y aura un don en caisse qui sera abondé par la Fédération française de tennis en faveur d'un projet pour la biodiversité. On sait ce que c'est ce projet? Pas encore. Oui. Si, on sait déjà qu'on va aider à reboiser une forêt détruite par les intempéries sur le Contadour, dans le massif du Contadour. Et voilà, c'est un très très beau projet qui va en plus être labellisé pas carbone. Donc on a la garantie que ce projet va séquestrer du carbone et nous aider un peu à contribuer à notre impact environnemental. Merci beaucoup Viviane et on a hâte de voir tout ça, de constater tout ça à Roland-Garros cette année. Dans quelques instants, on va donner la parole à Justine Dupont. Ce sera juste après les infos en bref de Sport Planète avec tout d'abord la bonne nouvelle du mois, c'est la Ligue nationale de hand avec ses 32 clubs qui sont engagés dans une opération plugging. Vous savez ce que c'est maintenant, un ramassage de déchets. Ça a duré 12 jours. Joueurs, entraîneurs ont donné rendez-vous à leurs partenaires et supporters pour une action citoyenne. Cette année, il y a eu un nouveau prix lors des trophées Sportsora du marketing sportif. C'est le prix engagement responsable et c'est la Fédération française de golf qui a été récompensée pour son programme Golf pour la biodiversité. Et puis la dernière information, c'est le skipper Roland Jourdain qui va participer à la prochaine Route du Rhum. Pas grand-chose de nouveau, on le connaît très bien, Roland Jourdain, mais il va construire un catamaran de 18 mètres composé de 50% de fibres de lin, fibres végétales, 5 à 6 fois moins énergivore que la fibre de verre qui est actuellement utilisée. C'est une grande première mondiale. Rendez-vous au mois de novembre pour constater tout ça. On va donner la parole maintenant à notre éco-aventurière du mois. Et c'est Justine Dupont qui fait une petite escale sur notre plateau en pleine convalescence. Merci beaucoup Justine d'être là, je le disais tout à l'heure, surfeuse multiple championne du monde. Vous êtes considérée, on va le dire, la meilleure surfeuse de grosses vagues du monde, très polyvalente, bientôt coach de Yann aussi. Vous vous êtes malheureusement fracturé la malléole début février à Nazaré au Portugal. Est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va mieux. La rééducation s'est bien passée ? Oui, ça va. C'est un process où on apprend aussi à soigner son corps et son esprit, mais c'est beaucoup de leçons. Donc ça fait du bien à la tête de faire des pauses aussi de temps en temps ? Oui, ça fait du bien, même si au début on a un peu de mal à avaler un peu la blessure et de se dire c'est une pause forcée, mais finalement après, oui, ça c'est sûr. Ça me permet de me poser, de prendre du recul sur les choses. En tant que sportif de haut niveau, on est souvent dans notre sport, dans notre petit milieu, dans notre bulle. Et puis là, ça nous permet vraiment de prendre du recul. Alors cette blessure, elle intervient en début d'année. On vous voit à Cap-Breton en rééducation. Après une saison complètement incroyable. Saison qui a fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle À la folie, qui est sorti le 7 avril dernier. Pourquoi vous avez eu besoin de raconter cette saison-là ? Qu'est-ce qu'elle représente particulièrement pour vous ? J'avais pas forcément besoin, mais c'était
pour jusqu'à aujourd'hui ma meilleure saison que j'ai eue dans l'océan. Et c'était magique parce que tous les gros endroits, les gros spots de surf de grosses vagues, les belles vagues ont été juste magiques. On parle de tailles qu'il n'y avait jamais eu tout court, où c'était des sessions les meilleures depuis 10 ans. Donc c'était magique. En une saison, c'était un peu les grands chelems, les 4 belles vagues qu'on a pu avoir dans la saison. Et le fait de pouvoir s'y déplacer, et en plus de performer sur ces vagues-là, c'était magique à vivre, même si c'est sûr que je me suis un peu plus déplacée, alors que je pensais que sur une année Covid, j'allais moins me déplacer. Et finalement, ça a été une année où j'ai fait 3-4 voyages pour aller surfer ces vagues-là. On parlera de l'empreinte carbone dans un instant sur ces déplacements, évidemment. D'ailleurs, dans quelques jours, ce sera le début de la nouvelle saison, de l'autre côté du globe. Tahiti, c'est un passage obligé chaque année? Alors, non, pas obligé non plus. Et puis, c'est l'hémisphère sud, en fait, qui commence pour moi. Et donc, des tempêtes et tout ça qui arrivent avec, on peut dire, l'hiver presque dans l'hémisphère sud. Et donc, Tahiti, ça fait l'année dernière qu'on y allait pour découvrir. Donc, ça sera la 2e fois qu'on y va. Et toujours dans notre démarche, comme on a eu à Nazaré au Portugal, où on y habite maintenant avec Fred, on y va, mais sur un long temps, une longue période. Plutôt que d'y aller rien que sur une houle, on préfère s'y établir et apprendre de la vague, apprendre de l'endroit, des locaux et tout ça. Donc se baigner vraiment dans cet univers-là. Et pour progresser et forcément pour prendre une très belle vague, j'espère, cette année. Voilà. Et pour parfaitement lancer la saison sur un site, rappelons-le, qui sera celui des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Tahiti, bon, c'est un peu loin quand même, hein, 15 000 km. Vous n'y allez pas en surf, mais en avion, c'est pas anodin pour vous. Oui, et j'en suis complètement consciente. Je sais que j'ai une solution aussi d'arrêter, mais c'est ce que j'aime, c'est mon métier. Et donc, pour l'instant, voilà, ce côté professionnel, donc les avions, le jet ski aussi pour ma sécurité dans les grosses vagues, toute cette empreinte carbone, c'est mon projet donc, avec la Maïf et avec le projet qu'on a mis en place, c'est de calculer cette empreinte carbone et après de monétiser pour reverser un chèque à une association que je choisis, qui pour moi a du sens. Et donc l'année dernière, c'était pour les forêts. Cette année, ça sera pour l'océan via Coralie Balmy, donc sur son association qui vise à sensibiliser les enfants, à leur apprendre un peu ce qu'est l'océan, à savoir déjà nager dans l'océan, et après pour pouvoir du coup faire respecter cet océan. Mais d'abord, il faut apprendre à le connaître pour après pouvoir le respecter. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Échappée Bleue. Hein, c'est un peu la même stratégie avec cette association Coco Indelo en Martinique. L'idée, c'est une neutralité carbone, en fait, c'est compenser complètement. Alors, sur la partie professionnelle, que déjà je baisse énormément. Cet hiver, les vagues ne m'ont pas emmené très très loin, donc je suis restée au Portugal. On a une démarche vraiment où on essaie de se rapprocher des endroits où ils sont fréquents, donc pour éviter les allers-retours. Et ça, c'est sur le côté professionnel. Après, le côté personnel, on me disait, c'est un jeu même. C'est un challenge, c'est du jeu de tous les jours. Comment on fait pour réduire au maximum? Et ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'avec Fred, on est végétarien. Au début, c'est un peu compliqué, on ne sait pas comment faire. Et puis finalement, voilà, on apprend sur plein de choses donc dans la vie de tous les jours. Manger local, les bouteilles en plastique, c'est révolu depuis longtemps. C'est des gourdes, voilà, plein de petites choses. Et est-ce qu'en termes de matériel, vos planches évoluent aussi? Ouais, en matériel, alors pour le surf de grosses vagues, la performance, elle n'est pas encore vraiment à la pointe de la pointe. Mais c'est sûr que oui, on est en cours. Mon shaper travaille aussi donc, avec la fibre pour construire le bateau aussi qu'il a fait, avec du chanvre et du jute. De la jute, pardon, excusez-moi. Et donc il y a plein de constructions qui sont mises en place. Pour l'instant, pour la planche, le débutant, c'est bon. Pour la planche de tous les jours, c'est encore possible et c'est efficace. Après, pour vraiment la planche très très performante, on est en train de commencer à l'amener dans la planche très performante. Et je suis positive, je pense qu'on va y arriver. Ouais, il y a une marge de progression, mais en tout cas, ça travaille dessus. Dans tout le matériel du surf, ça c'est sûr. Il y a de quoi progresser encore. Il y a une marge. Il y a une marge, effectivement. Merci beaucoup, Justine, pour ce témoignage. L'émission n'est pas tout à fait terminée. Vous allez bosser un peu maintenant. C'est l'heure du quiz. Pression.
Allez, parfois on fait des équipes, mais là vous allez jouer chacun de votre côté, puisque vous êtes 3, sinon ce serait un peu déséquilibré. Je pose une question, le premier qui répond, eh bien, il marque un point. Lors de la première émission, pas encore, on n'est pas équipés, hein. Lors de la première émission de Sport Planète, que vous avez bien évidemment regardé, je le sais, les éco-aventuriers Clément Chapelle et Nicolas Van den Elsken eh bien, étaient nos invités, et juste après, ils ont couru pendant 24 heures dans les rues de la capitale pour ramasser des masques. Est-ce que vous savez combien ils en ont ramassé? Des millions, des milliards. Quand même. Des milliers. 2000. Je sais pas. 2000. Ah non, plus. Plus. Ah, non, quand même. Ah ouais, quand même les Parisiens ont cool, trouvé bravo, les poubelles. Bravo. C'est une bonne. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poubelles en ville. Personne n'a trouvé la bonne réponse. 130 km, ils ont parcouru, 859 masques ramassés, et à chaque centaine, eh bien, un arbre fruitier a été planté. Deuxième question, chaque année a lieu la journée mondiale de l'environnement. À quelle date? 5 juin. Oh, très bien. Les Frankfurt Ocean à Paris, les 10 km. Ouais, mais là, je pense que c'est oui, en plein c'est pendant Roland-Garros, et du coup, elle sait que ce jour-là, il va se passer un truc à Paris. Un point pour Viviane. L'année 2022 marque les 50 ans de la conférence de Stockholm, qui a conduit à la désignation du 5 juin comme journée mondiale de l'environnement. Voilà, vous savez tout. Troisième question, je suis un sportif français très engagé pour la protection de l'environnement. J'ai participé à une opération de plugging en Guadeloupe lors d'un stage de préparation. J'adore rigoler, mais quand c'est pour la planète, je suis sérieux. Je pratique le 800 mètres et j'ai surpris tout le monde en 2017. C'est pas mal, ça. Pierre-Ambroise Boss. Ouais. Vous voyez pas les réponses, là, hein? Non, j'ai pas mes lunettes en plus, je vois rien. Un point pour Viviane, un point pour Yann. Allez, dernière question. Quel club de hand féminin a organisé une semaine écologique courant avril? Bordeaux. Non, De l'autre côté, parce que ça va être Cléopâtre d'Arleux, ça. De l'autre côté, non. De l'autre côté, pas Cléopâtre d'Arleux, à l'opposé de Cléopâtre d'Arleux. Brest. Non, bah du coup, de l'autre côté. Metz. Metz, voilà. Metz. Ouais. Bon, je vous ai aidé un peu. Ouais. En revanche, il y a un petit zéro pointé du côté de ma droite, hein. c'est pas très Je crois que le grand vainqueur de ce quiz, eh bien, c'est Yann. Voilà, bravo, bravo Yann. J'ai gagné des cours de surf. Et voilà, des cours de surf avec Justine Dupont. Ça m'engage pas beaucoup, mais du coup, voilà. Merci à tous. Merci à tous les trois de nous avoir partagé vos expériences et puis bien tout ce que vous faites évidemment pour la planète et le sport. Fin de cette émission, on va se quitter avec quelques très belles images de Justine Dupont sur sa planche, pas encore tout à fait recyclée, mais bientôt. Rendez-vous le mois prochain, merci beaucoup.